Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel axe technique consacré une nouvelle fois à l'ouverture de la truite. Bon alors évidemment, on va pas vous réchauffer les mêmes conseils que l'an dernier, on va donc s'intéresser à une approche un peu particulière que pratique Clébus depuis déjà pas mal d'années, un choix aussi, celui de s'attaquer à de tout petits milieux. Alors si vous voulez revoir ou découvrir nos conseils un peu plus génériques de l'an dernier, je vous les mets ici dans les fiches, mais de toute façon je vous en reparle en toute fin de vidéo. Et en attendant, t'es prêt Clébus ? Et ouais, fin prêt mon gars, au taquet même on pourrait dire. Bon, s'il est prêt, je crois qu'on va pouvoir y aller. Moi je vous balance le générique et puis je vais faire comme vous, hein. Je vais suivre le guide. C'est parti. Bon, juste un truc, Clébus, je me demandais, avant de commencer avec les plombées, les montages, les dérives, pourquoi des petits milieux ? Donc oui, les intérêts de pêcher en petits milieux sont multiples. Déjà, ils sont moins impactés par le débit élevé des eaux en cette saison, contrairement aux moyennes et aux grandes rivières. Cela donc s'explique par leur situation, qui est donc souvent en tête de bassin, c'est-à-dire à proximité d'une source. Une source et les quelques centaines de mètres plus en aval sont une véritable zone de refuge pour les poissons. Le débit est plus stable par rapport au reste du réseau hydrographique, plus en aval. Et le petit cours d'eau devient donc une véritable zone de calme visitée par les truites à ce moment-là de la saison. Cela nous amène donc maintenant à évoquer un autre avantage de ces petits milieux et qui concerne le comportement même des poissons. Je connais quelques ruisseaux qui abritent un nombre étonnamment important de beaux poissons, surtout en début de saison. J'explique cela par deux stratégies mises en place par la truite. La première stratégie étant, pour le poisson, à retourner chaque année sur sa frayère, dans ce petit cours d'eau, et qui est donc souvent même l'endroit de sa naissance. Soit dit en passant, ces petites pépinières, vous le comprenez par ce que je suis en train d'expliquer, ce sont de très bons ruisseaux qui vont abriter beaucoup de petits alevins. Un poisson de belle taille apprécie donc ces milieux souvent épargnés en fait par les crues hivernales, même si sûrement le reste de l'année elle va aller vivre dans une plus grosse rivière, elle va y aller donc à ce moment-là de la saison. La deuxième stratégie, elle, est alimentaire. Au fil des années, j'ai fait une autre observation. Certains ruisseaux n'ont pas de frayère et il est même rare d'y faire des poissons de moins de 20 cm. Ce sont donc des poissons qui ont colonisé ce ruisseau en remontant depuis un affluent pour se nourrir ou alors pour la qualité de l'eau. De toute façon, une eau propre et oxygénée, il y a forcément beaucoup d'invertébrés et c'est là qu'on peut dire que ces petits ruisseaux sont un véritable garde-manger pour les poissons. La migration des poissons, elle est possible que si les caractéristiques hydrologiques et topographiques du ruisseau le permettent. Il faut garder en tête que si une rivière n'a pas d'affranchissable, c'est-à-dire une chute abrupte de plus de 1 mètre, 1,50 m de haut et un pool qui ne va pas dépasser les 1 mètre, c'est ce qu'on appelle un infranchissable, il faut garder en tête que les truites peuvent donc parcourir plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres. Donc la topographie et les caractéristiques du ruisseau et aussi de l'affluent plus gros, plus en aval, ont une importance majeure à prendre en compte lorsque vous souhaitez donc aborder ces tout petits milieux. En soi, l'idéal, c'est une exurgence, donc une source sans infranchissable, à proximité d'une rivière connue pour être bien peuplée en truites. Quand je dis à proximité, c'est-à-dire quelques centaines de mètres à 2-3 km. Je me permets une petite interruption vocabulaire. Une exurgence, c'est quand de l'eau issue de l'infiltration ou d'un cours d'eau souterrain, par exemple, vont ressortir à la surface sous forme, en l'occurrence, d'un petit ru. Lorsque ce ruisseau, comme c'est le cas des adous par exemple, creuse son lit en fait dans un manteau argileux ou un sol meuble, il va former souvent de bonnes cachettes pour les poissons. On peut donc croiser la route d'une belle mémère, abritée sous une berge, sous un roncier ou abritée dans une petite cascade qui ne dépasse pas les 40 cm de profondeur. C'est donc à l'ouverture et à ce moment-là de l'année, d'ailleurs durant les quelques semaines qui vont suivre, que j'ai l'occasion de taper ces beaux poissons qui connaissent la rivière mieux que moi d'ailleurs.
Ouais, Clébus quand même, j'ai l'impression que ça demande un minimum de connaissance des réseaux hydrographiques du coin, ton affaire. Bien sûr, Eras, tout cela implique de bien connaître forcément nos zones de pêche. J'invite donc tous les pêcheurs à sortir de temps en temps de leur zone de confort pour explorer et découvrir en fait ces petites rivières qui peuvent cacher de très belles surprises. Il faut donc régulièrement prendre le temps de partir en reconnaissance. C'est quelque chose souvent d'ailleurs qui se produit quand il y a des crues, ça rend impraticable la rivière. On va aller donc découvrir ces petits milieux-là. Ça arrive aussi quand il y a trop de monde au bord des ruisseaux qu'on est habitué à fréquenter, comme pendant l'ouverture. Et aussi, c'est des découvertes, ce genre en fait de milieu qu'on peut découvrir en été, lorsque les rivières vont être en étiage estival. Et donc ça va nous pousser en fait à aller chercher des endroits où est-ce qu'il y aura plus d'eau et qui seront plus oxygénés, donc les têtes de bassin. Vous pouvez d'ailleurs vous aider des cartes IGN ou des moteurs de recherche cartographiques pour aller donc cibler vos explorations. Enfin, l'avantage donc de ces petits ruisseaux à l'ouverture principalement, c'est qu'on ne va pas croiser grand monde. On va pouvoir taper des belles sauvages en fait qui ne sont pas trop effarouchées par le va-et-vient des pêcheurs là sur les berges à ce moment-là. Et les farios aussi vont avoir tendance à être effrayés par les lâchers de surdensitaires, donc les truites arc-en-ciel. Et en général, ça leur fait fermer la gueule. Donc c'est l'intérêt, ces petits milieux-là, ils n'ont pas de surdensitaires et on a peu de pêcheurs. Par contre, il y a un désavantage à tout ça, c'est que cette approche en fait nécessite une stratégie de pêche qui est bien rodée. Et c'est une stratégie d'ailleurs que je n'opère qu'à l'ouverture. Je vais me déplacer beaucoup en voiture, d'un spot à un autre, assez rapidement. Et ce pour deux raisons principales. La première en fait, c'est que les trous à exploiter sont peu nombreux. Bien sûr, vous l'aurez compris, du fait de la taille assez réduite de la rivière et d'un nombre minimum de spots et un débit qui est assez faible. La deuxième raison, c'est que si jamais on croise un autre pêcheur, on va devoir en fait passer au spot suivant assez rapidement. D'où un plan d'attaque quand même bien détaillé qu'on aura, je vais vous expliquer, effectué la veille. Donc voilà, on va tomber sur un pêcheur, on change de spot. Ça ne sert à rien de passer derrière dans des tout petits milieux comme ça. Contrairement à une grande rivière où est-ce qu'on aura plus de chances de faire du poisson, quand on a un petit pêcheur dans ces petits milieux, on change parce que ça aura quand même fait fermer la gueule des poissons. D'accord ? Ok, ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. J'en chie un peu pour la reco pour le moment, mais je devrais arriver à m'en sortir. Mais du coup, je me posais la question, là, sur le plan technique, ça doit quand même changer 2-3 petits trucs, ce genre de pêche ultra rapide et ultra ciblée. Et puis en plus, les ruisseaux, comme ça, c'est le merdier à pêcher avec les ronces et tout ça. Et oui, Ras, tu n'as pas tout à fait tort. Mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. Rentrons un peu plus dans notre mode opératoire, selon l'endroit et la météo. Va falloir être efficace, donc établir un plan d'attaque prévu à l'avance, car comme je vous l'ai dit, même si vous y verrez moins de pêcheurs, les ruisseaux sont très courus à cette période de l'année. Donc pour commencer la journée, peu importe la météo, moi je vais pêcher la plupart du temps, même on va dire systématiquement, sur les sites les plus chauds. Donc les milieux urbains, le long des routes qui sont exposées au soleil, ou sur les versants sud. D'accord ? La température y est moins froide qu'ailleurs. Je vais opter donc pour un ruisseau plutôt lent, type Adou, pour pêcher donc les poules, les entrées et les sorties de buse, ainsi que les berges calmes. De plus, en attaquant par ces milieux-là, ça permet d'être discret. D'accord ? À 7 h du matin, il y a quand même moins de circulation qu'à 10 h ou dans la journée. Et donc on ne se fera pas cramer nos spots de pêche. Ensuite, tout en restant donc sur des versants ou des ruisseaux qui sont exposés au soleil matinal, je vise ceux dont le débit est faible, mais à proximité directe d'un bel affluent pour les raisons évoquées plus tôt. Donc les truites sont souvent postées là en sortie de poule ou en fin de veine d'eau dans les zones un peu plus calmes. Il faut alors, sans se faire repérer ni craquer une seule branche, il va falloir lancer la ligne en fait bien en amont du spot pour présenter l'appât le plus à ras le fond possible et assez lentement pour avoir avec une dérive assez naturelle et une dérive assez lente. Enfin l'après-midi, après un bon casse-croûte, c'est là qu'il faut se lancer à l'assaut des petits milieux, des tout petits cours d'eau, les derniers qui se méritent et qui nécessitent un peu de marche souvent. Et c'est là où est-ce que nombreux pêcheurs ne vont jamais même, d'accord ? Voilà. Donc ces derniers cours d'eau là qu'on va aborder en fin de journée et dans l'après-midi, ce sont souvent des gorges étroites,
des petites ravines en fait encaissées où au milieu coule un petit cours d'eau et des tout petits ruisseaux qui sont des nans, des rues en tête de bassin. Donc même si on arrive et qu'on découvre des traces fraîches qui trahissent la visite d'un pêcheur plus tôt dans la journée, c'est pas pour autant en fait que les poissons étaient actifs lors du passage qui était peut-être trop matinal de ce pêcheur. Donc les gorges et les ruisseaux encaissés sont souvent des milieux qui sont abrités du soleil et leur réveil va être plus tardif. Voilà pourquoi en fait ce sont des endroits qu'il faut faire en dernier. Eh bah ça m'a l'air d'être une sacrée aventure quand même ton histoire. Hein. Et du coup, sur le plan de la technique pêche pure et dure, j'imagine que ça doit être un peu particulier aussi, non? Alors oui, bien sûr Eras, on va pas pêcher comme on pêche d'habitude. Pour le matos et les raisons en fait qui m'incitent à pêcher de la sorte, voyons plus en détail. Je sais que cela risque de paraître un petit peu hérétique pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi, voici la façon la plus appropriée. Pour le moulin, je préfère un modèle léger et petit, type spinning. C'est beaucoup plus facile, il y a plus de dextérité pour aller s'infiltrer dans les branches avec un spinning. En taille 1000, ça suffit largement. J'utilise que quelques mètres de bannière, donc pas besoin d'un gros moulinet, et puis on va privilégier la légèreté du matériel. Pour la canne, ça peut être une trique, un bambou, ça ne va pas avoir d'influence, d'accord? Il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir un sillon trop fin pour éviter de le casser. Quand on ferre dans les branches, qu'on a un tronc au-dessus, si on ferre un peu trop fort et qu'on a un sillon trop fin, il risque d'y avoir une casse. Et la deuxième raison, pourquoi avoir une canne assez rigide, une trick en fait d'action assez fast, c'est que des fois, il faut pouvoir extraire rapidement le poisson sans forcément avoir à galérer en fait pour le sortir d'une embâcle ou d'une branche. En gros, n'importe quelle canne, pas trop sophistiquée, du moment qu'elle est téléréglable. Alors pourquoi une téléréglable? Ça permet donc de se déplacer dans ces petits milieux qui sont souvent très encombrés avec une ripisylve très compacte, c'est-à-dire des berges avec une végétation assez arborescente et dense. Donc on peut replier notre petite canne, s'infiltrer, la déplier selon la taille souhaitée. Deuxième atout de la canne téléréglable, c'est que voilà, comme je viens de l'évoquer, on peut donc régler la canne, on la met à 2 mètres, on la met à 1,50 m pour pêcher juste à proximité dans un tas de ronces, pour aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, la téléréglable dans toute son utilité. Alors, encore de lignes, et c'est là donc toute la particularité de ma technique, c'est que je pêche avec de la tresse. Et ouais, de la tresse, de couleur sombre ou verte, en 14 à 16 centièmes. Alors pourquoi avec de la tresse? Voilà les raisons, c'est que déjà elle est beaucoup plus maniable, contrairement au nylon, surtout en fait lors de la reprise au moulinet. Vous savez, quand on ouvre le pick-up, on jette, tout de suite on récupère la tresse. Donc il n'y a pas de petite perruque, on est tout de suite en tension. Il y a aussi en fait une réactivité, moi que j'aime bien dans la tresse. Quand on pêche tendu comme ça dans des petits milieux ou en vertical sous la canne, c'est qu'en fait c'est ce qui se passe dans 90% des cas dans ces petites rivières. Donc on va avoir un contact, une tension un peu plus et on va mieux ressentir les touches. De plus, la tresse elle a une meilleure glisse dans les anneaux. Quand il faut effectuer un lancer difficile sous la canne, elle-même insérée dans une petite fenêtre, une petite ouverture là qu'on a entre 4 branches et 2 ronces, là la tresse on va pouvoir la prendre légèrement du bout des doigts, on va pouvoir lancer sous la canne avec quelques centimètres de bannière, ça part beaucoup plus fluidement que quand on a du nylon. Enfin, comme pour la canne, dans ce type de milieu, il faut pouvoir extraire le poisson rapidement. Donc, vaut mieux être monté costaud. Avec du nylon, il faudrait au moins du 35-40 centièmes pour pouvoir extraire une 45-50 up assez rapidement, sans qu'on aille à descendre dans un endroit qui est souvent inaccessible. On ne va pas faire les sangliers dans les tas de ronces, on sort le poisson rapidement, on le met dans un endroit un petit peu plus dégagé, et on le laisse dans l'eau et on le décroche dans l'eau. Voilà. Et on le remet dans son trou après, bien sûr. Pour ce qui est de la pointe, le bas de ligne, c'est-à-dire, moi j'utilise du fluorocarbone sur une longueur d'à peu près 40-50 cm, entre du 25, 30, 35 centièmes, selon plusieurs facteurs, la turbidité, le débit et la présence ou non de beaux poissons. Attention, le raccord entre la tresse et le bas de ligne, il doit être fait avec application. On utilise 2 nœuds principalement. Le double baril qui est fait quand on n'a pas bien le temps, rapidement au bord de l'eau, d'accord, parce qu'il est plus simple à faire que le nœud que je privilégie moi, qui est le nœud FG.
Le nœud FG, si vous ne le connaissez pas, regardez sur internet, c'est un super nœud, il passe dans les anneaux, il n'y a aucune petite aspérité qui gêne lors de la glisse des lancers. D'accord? Voilà, entre 25 et 30 centièmes. À l'ouverture, le 30 centièmes, ça va très bien, 30-35 centièmes. Après, il y aura un petit peu moins d'eau, un peu moins de turbidité, un peu moins de débit. Dans la saison, vous pourrez descendre le diamètre et mettre du 25 centièmes. On va pêcher dans peu d'eau, dans maximum 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, d'accord? Et malgré donc, le petit gabarit des rivières qu'on va aborder, les eaux sont quand même assez hautes à ce moment-là et froides. Il faut donc que la ligne arrive vite au fond. Et de plus, à cause de l'encombrement, on va devoir lancer la ligne sous le couvert végétal avec une petite quinzaine de centimètres de bannière. Du coup, il y a un réel avantage en fait de pêcher avec une seule chevrotine. Oui, avec une seule chevrotine entre 0,3 et 1 gramme, encore une fois selon le débit, et à une dizaine de centimètres de l'hameçon. Voilà, je le mets vraiment proche de notre hameçon, le plomb. Donc avec ce montage, l'hameçon arrive vite au fond. Le montage ne s'en mêle pas dans les lancers. Vous pouvez essayer, hein. Vous mettez 3-4 plombs sur une vingtaine de centimètres, vous faites un lancer sous la canne. Droit, ça va faire une perruque, ça va arriver dans l'eau dans un gros tas, d'accord? Donc c'est pour ça que la chevrotine avec l'hameçon, quand on balance, vous allez voir, c'est super équilibré. Et donc on peut lancer, comme je vous l'ai dit déjà juste avant, avec 10 cm de bannière sous la canne. En plus de ça, avec un plomb assez gros, une seule chevrotine, c'est qu'on garde le contrôle en permanence en fait sur la ligne avec son doigt. Voilà, vu qu'il y a assez de poids pour qu'on puisse ressentir et garder le fil tendu, souvent en vertical, hein, comme on l'a évoqué. Avec un plomb assez gros, on sent tout de suite ce qui se passe et on arrive à faire la dérive. Pour ce qui est de l'hameçon, je prends des hameçons assez gros, donc numéro 8 ou 10. En général, je prends du numéro 8 avec une longue hampe en fait pour pouvoir écher le verre, un gros verre type lombric ou tête noire, sur au moins les 2/3 de sa longueur. De cette façon, les petites truites vont avoir du mal à prendre en gueule en fait ce gros appât et on évite de les piquer et de les abîmer aussi. Mais surtout en fait, l'idée c'est de présenter en fait au poisson un bel apport en protéines. Cela doit le convaincre à bouger de sa cache malgré le froid et bien sûr le manque d'énergie qui en découle. Donc une bonne bouchée de protéines, le poisson va se déplacer, va utiliser lui peu d'énergie et va avoir un apport calorifique assez important. Ce que les truites recherchent à cette saison. S'il y a 2-3 puristes qui passent par là, je sens que ça va encore être ta fête dans les commentaires, mon Clébus. Mais bon, je te connais assez pour savoir que c'est pas du flan. C'est tout du coup? Bah ouais, ça me paraît déjà pas mal, hein. Et puis, j'ai envie de te dire, les puristes, hein. Voilà. Voilà, je pense que vous en savez déjà pas mal sur cette approche un peu particulière que voulait nous présenter Clébus. Donc maintenant, c'est à vous de vous lancer, de tester, de vous faire une idée. Si vous voulez découvrir ça directement avec lui, c'est possible puisqu'il est guide de pêche et ça s'appelle Roja Fishing et je vous mets le lien dans la description. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de retourner au bord de l'eau et surtout j'ai hâte de vous partager ce moment un peu particulier, un peu magique qu'est l'ouverture de la truite. Je sais que certains ne pourront pas la faire, donc j'adresse tout mon soutien moral à tous les confinés, à tous ceux qui ne pourront pas aller, même ceux qui travaillent d'ailleurs, voilà. Je suis avec vous et j'espère que j'arriverai à vous faire des images suffisamment belles pour vous la faire vivre par procuration, pour vous faire rêver un petit peu. J'espère que ça le fera en tout cas. Voilà. D'ici là, du coup, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et vous pouvez toujours soutenir la chaîne si le cœur vous en dit sur Utip ou sur Brave. Un immense merci à tous ceux qui le font déjà. Grâce à vous, la chaîne peut se développer et exister. Donc merci infiniment. Vous pouvez également faire un petit tour sur notre boutique Spreadshirt. Voilà, là je me suis fait un swag un petit peu générique, mais on a pas mal de choses. C'est des designs originaux que j'ai dessinés moi-même. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts.
Et pour terminer, si vous voulez voir ou revoir les conseils qu'on vous a prodigués l'an dernier, qui concernent pour le coup toutes les techniques et tous les milieux, eh bien c'est ici que ça se passe. Donc je vous propose qu'on se retrouve là-bas, et sur ce, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine.